Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. La violence des orages la nuit dernière dans la banlieue de Lyon, il est tombé près d'1 mètre de grêle. Gros débat également dans la région parisienne où 300 personnes ont été évacuées. La campagne présidentielle en Corse, Nicolas Sarkozy fait l'éloge de la culture insulaire et dénonce la lâcheté des poseurs de bombes. À Paris, Ségolène Royal réunit les artistes qui participeront à son meeting de Charletti et indique que Dominique Strauss-Kahn pourrait être un très bon Premier ministre. Par ailleurs, à 48 heures du grand face-à-face, les deux candidats se préparent pour leur duel télévisé. Dernier sujet d'opposition à distance, l'héritage de mai 68 dénoncé hier avec virulence par le président de l'UMP. Dans le Pas-de-Calais, 4 personnes sont toujours hospitalisées pour des fractures de vertèbres après l'accident d'un manège. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait été causé par la rupture d'une pièce mécanique. En Turquie, le Premier ministre du parti islamiste modéré en appelle à l'unité nationale, mais ne cède pas après les manifestations monstres d'hier. La présidentielle n'est donc pas remise en cause, la bourse a plongé de 4%. Enfin, 4 mois et puis s'en va, Fabien Barthez confirme qu'il quitte le FC Nantes après une altercation avec des supporters samedi dernier. On commence donc avec les va-et-vient surprenants de la météo. Après les grandes chaleurs du mois d'avril, les habitants de la région lyonnaise ont eu la surprise dans certains endroits de voir tomber hier soir près d'1 mètre de grêle. Les chasse-neige ont même dû intervenir. Sur place, Denis Sébastien, Jean-Claude Martin. Jusqu'à 1 mètre de glace accumulée en à peine 1 heure. L'image a de quoi frapper après les records de chaleur de ces derniers jours. Des grêlons charriés par l'eau, envahissant les sous-sols et parfois les rez-de-chaussée des maisons. Ce matin encore, les habitants avaient du mal à se remettre d'une nuit éprouvante. J'ai quitté mon sous-sol, j'avais de l'eau là ici. Tout d'un coup, le congélateur, un gros congélateur se renverse sur moi. J'ai failli tomber. Un autre congélateur, un plus petit, s'est renversé aussi. J'ai eu peur. On n'a plus de porte, on n'a plus rien. Même la porte du garage, elle est cassée. Plus rien. Et ma voiture, c'est ce qui me fait le plus de peine. Un paysage quasiment hivernal, l'orage a éclaté en début de soirée hier. Une grêle dense et continue qui a bouché les canalisations et empêché l'eau de s'écouler. Cet après-midi encore, le nettoyage battait son plein et la glace, malgré la chaleur, n'avait toujours pas disparu du paysage. Vous rendez compte ? 50 cm sur toute la propriété. Autre conséquence, les arbres fruitiers, 5 exploitations sur la commune. Les feuilles et les fruits ont été comme broyés par la grêle. Pour cet arboriculteur, c'est toute la récolte qui est perdue. Il y a 100% de dégâts, avec là une pomme qui a été complètement coupée en deux. L'arbre a cédé, le bois a lâché. Là, vous jetez des petits grêlons qui font 5 ou 10 grammes sur des pommes qui sont en pleine maturité, en plein grossissement. Et là, c'est du martelage. Là, moi, j'ai jamais vu ça. Un orage spectaculaire qui restera dans la mémoire locale. On n'est pas habitué à voir la grêle ici en avril, et surtout pas en pareille quantité. Aucune victime à déplorer, heureusement, sauf peut-être cette carpe qui n'a pas été épargnée par le ruissellement et a été retrouvée bien loin de son étang d'origine. Le ciel est-il devenu fou? Bonsoir Laurent Romeshko, vous avez une explication. Oui, c'est violent, c'est impressionnant. Alors pour que la grêle se forme, en fait, il faut qu'il y ait une importante différence de température entre l'air chaud et humide qui est au sol et puis l'air beaucoup plus frais qui est en altitude. Alors la gouttelette d'eau qui s'évapore monte dans le nuage, le cumulonimbus, elle se glace à son sommet et le cristal de glace, lui, retombe sans toucher le sol. Il est aussitôt aspiré dans le nuage. Il fait comme ça plusieurs allers-retours, plusieurs trajets en grossissant forcément à chaque fois. Lorsqu'il est suffisamment lourd, il retombe au sol. Parfois des grêlons jusqu'à de l'ordre de 5 cm de diamètre. C'est exceptionnel, mais ça arrive. Et en tout cas, c'est ce qui provoque la violence de ce type de phénomène. C'est ce qui s'est passé hier soir dans le Rhône. 25 degrés, c'était la température hier, suffisamment chaude. Toutes les conditions étaient réunies, plus la proximité du relief. Les monts du Lyonnais qui ont vraiment favorisé, la convection a favorisé la violence de l'événement. Ces cellules, en plus, étaient quasi stationnaires, ce qui fait que cette grêle s'est déversée vraiment géographiquement sur un seul et même endroit. Elle s'est peu déplacée. Alors ce type d'événement n'est pas rare, mais c'est très tôt dans la saison. C'est sans doute le résultat de ce mois d'avril extrêmement doux, exceptionnellement doux, puisqu'on a eu les chiffres pour ce mois d'avril. On est 7 degrés au-dessus des températures habituelles sur toutes les régions du quart nord-est. On y reviendra dans un instant. Merci Laurent. Et vous, on vous retrouve bien sûr à la fin du journal. Des orages aussi un peu partout en France avec d'autres conséquences, notamment en région parisienne. En moins de 2 heures, des pluies torrentielles ont fait déborder les cours d'eau dans plusieurs villes de l'Essonne. Richard Binet, Emmanuel Beck. Comme si le ciel leur était tombé sur la tête.
Dès les premières heures du jour, les habitants de Villiers-le-Bacle tentaient de rejoindre leurs habitations pour mesurer l'ampleur des dégâts. En fait, ça a été super vite. Et on a lutté avec des balais pour repousser pendant 2h30 parce que c'est le champ en fait qui s'est déversé dans le jardin et puis ça a gagné devant. Et donc ça montait, ça montait, ça montait. Donc on a mis des parpaings, on a essayé de balayer, de virer avec des seaux. Puis l'eau a envahi les maisons. A priori, à part le living, le reste s'est sauvé, quoi. Les canapés, on a eu chaud. Mais bon, il y a du boulot. Hein. Selon les témoignages, tout s'est passé très vite. Des pluies torrentielles s'abattent hier sur plusieurs communes de l'Essonne. La Mérantaise, la rivière locale, sort de son lit. En quelques heures, le niveau de l'eau atteint par endroits plus de 2 mètres. Vous voyez la hauteur de l'eau. 300 personnes sont alors évacuées. Ce matin, une centaine de sapeurs-pompiers tentaient d'assécher les quartiers inondés. On poursuit le pompage autour des pavillons pour diminuer la quantité d'eau qui est stockée ici, la renvoyer vers plus bas, vers la mare entière. À Gif-sur-Yvette, les eaux de la Mérantaise qui avaient envahi les rues commerçantes du village se retirent peu à peu. Cet après-midi, les sapeurs-pompiers tentaient d'assainir le centre-ville au plus vite. De nouveaux orages sont attendus demain. On parlait de contraste tout à l'heure avec Laurent Romeshko. Météo France a fait ses comptes effectivement sur l'ensemble du pays. Le mois d'avril aura connu une moyenne de température supérieure de 4 degrés supérieure donc aux normales saisonnières, 7 degrés donc sur le nord-est, comme on le disait. C'est un record depuis 1950. Françoise Mavic, Philippe Turpot. Elle est fraîche? Ah oui, trop. La mer Méditerranée serait-elle le seul endroit où le thermostat n'est pas complètement déréglé? Sur Terre, le soleil donne à chacun l'impression de passer aux grippes. Sur toutes les régions françaises, on a compté en avril environ 11 heures d'ensoleillement par jour, pratiquement le double de la normale. Le thermomètre a vu rouge. 24 degrés à Caen, 28 à Bourges, 26 à Roissy en région parisienne. Du jamais vu depuis l'apparition des premières stations météo à la fin du 19e siècle. Ce qui est surtout remarquable, c'est les températures de l'après-midi, puisque dans le quart nord-est de l'Île-de-France, au nord et au nord-est, on a un excédent qui atteint 7 degrés sur les températures de l'après-midi. C'est-à-dire qu'au mois d'avril, on a eu les températures qu'on aurait dû avoir au mois de juin. Avec parfois des températures jusqu'à 12 degrés au-dessus d'un mois d'avril habituel, la végétation a mis le turbo. Mais les champs, eux, sont secs comme de la poussière. On en vient à la campagne présidentielle. Pas de temps mort, je vous le disais, pour les candidats. Nicolas Sarkozy était en Corse aujourd'hui, où il a réalisé un gros score au premier tour. Il a rendu hommage aux traditions et à la culture de l'île, mais on retiendra surtout sa charge contre les poseurs de bombes. Sur place, Alix Bouillaguet, Mathieu Bierden. La Corse, ce devait être la dernière carte postale de la campagne, mais la pluie a contrarié les projets. Annulé le pique-nique au bord de l'eau, tous se sont pressés dans la petite cinémathèque pour voir Nicolas Sarkozy. C'est un des seuls, notre ministre de l'Intérieur, qui est venu plusieurs fois en Corse et tout ce que les promesses qu'il avait faites, il les a tenues. Qu'il représente la loi, le droit. Il faut voter Sarkozy parce que c'est la seule personne qui peut nous sortir d'où on est. Dans la salle pleine à craquer, c'est l'embouteillage. On distribue des t-shirts tandis que les stars locales chauffent le public. Tous ensemble, on soutient le même homme et qu'une chose, c'est qu'il soit président. Autorité, c'est le mot-clé de cette visite. En évoquant l'assassinat du préfet Erignac, Nicolas Sarkozy réaffirme la fermeté vis-à-vis des poseurs de bombes. Est-ce que c'est courageux de mettre une cagoule? Est-ce que c'est courageux d'aller faire sauter la nuit venue? Est-ce que c'est courageux de mettre 3 balles dans la nuque d'un homme seul qui rejoint sa femme à un concert dans les rues d'Ajaccio? Ceux qui ont fait ça sont des lâches. Nicolas Sarkozy est arrivé hier soir sur l'île avec ses conseillers politiques dont le rallié socialiste Éric Besson. Au menu, une séance de travail sur les derniers jours de la campagne. Avec ce déplacement en Corse, Nicolas Sarkozy continue de dérouler sa stratégie de l'entre-deux tours, rassembler au maximum et afficher clairement l'image d'un président protecteur. Ségolène Royal, elle prépare son grand meeting du stade Charletti, prévu demain à Paris. Elle réunissait autour d'elle certains des artistes qui mettront l'ambiance. Elle aussi a déjà en tête le débat qui aura lieu après-demain. Jeff Wittenberg, Tristan Lebras.
Pour ces artistes-là, ce devra être l'anti-Bercy, le contraire du show à l'américaine organisé hier autour de Nicolas Sarkozy. C'est assez rock'n'roll à monter parce que tout ça, ça se fait donc un peu à l'arrache. On va essayer de faire un bon gros spectacle à son pépère. C'est notre Woodstock à nous, c'est notre Woodstock à nous. Voilà. En guise de Woodstock, le stade Charletti. Qu'est-ce que vous faites là? Pour la bande-annonce, aujourd'hui, les chanteurs Georges Moustaki et Kali. On sait combien ce dimanche prochain c'est vital pour nous. On peut réellement basculer vers quelque chose qui, on a le risque qui nous plaît pas. Demain, entre autres stars, Renaud, Yannick Noah et Benabar chanteront pour la candidate. Ce lundi, au quartier général de Ségolène Royal, c'est jour de visite. José Bové vient en personne apporter son soutien, pendant qu'en coulisses, les proches préparent la grande affaire de la semaine, le duel avec Nicolas Sarkozy. Je suis prête, par définition. Toute ma vie politique a été faite de dialogue et de débat. Je n'en ai fui aucun. C'est la conception même que j'ai de la vie politique. Et dans l'argumentaire de ce débat, en tout cas de cette fin de campagne, le joker, ce pourrait être lui. Dominique Strauss-Kahn ferait un très bon Premier ministre, dit aujourd'hui Ségolène Royal. L'intéressé acquiesce tranquillement. Il faut rassembler toutes nos forces, et je crois que c'est ce que Ségolène Royal est en train de faire. Le rassemblement, c'est un élément important pour la prochaine présidente de la République. DSK distribuant des tracts pour son ancienne rivale, image hier impensable, aujourd'hui indispensable dans l'équipe royale pour espérer l'emporter. Depuis hier, un nouveau sujet a fait irruption dans la campagne. Il s'agit de l'héritage de mai 68. Hier, Nicolas Sarkozy l'a vigoureusement dénoncé, cet héritage. La gauche, aujourd'hui, s'en inquiète. Ségolène Royal elle-même a défendu les avancées engendrées, selon elle, par le mouvement. Alexandre Carra, Tristan Lebras. Mai 68 serait-il responsable de tous les errements? C'est en tout cas le point de vue de Nicolas Sarkozy. Hier, à Bercy, il a consacré pas moins de 20 minutes à la condamnation de cette révolte d'il y a 40 ans. Les héritiers de mai 68 avaient imposé l'idée que tout se valait, qu'il n'y avait donc désormais aucune différence entre le bien et le mal. D'ailleurs, il n'y avait plus de valeur, plus de hiérarchie, ils avaient réussi, il n'y avait plus rien du tout, et eux-mêmes, c'était pas grand-chose. Daniel Cohn-Bendit, meneur du mouvement étudiant surnommé alors Danny le Rouge, dénonce la charge du candidat de l'UMP. Dire à tous ces gens, vous n'avez plus de valeur, vous n'avez pas de valeur, vous n'avez pas de morale, ce n'est pas vrai et je crois que c'est les insulter. Et après il va dire, je suis victime, pourquoi on me hait? On le hait pas, mais il dit n'importe quoi. Libération de la femme, accord de Grenelle, négocié entre autres par un certain Jacques Chirac, Ségolène Royal oppose à Nicolas Sarkozy les avancées de mai 68. Lui qui découvre en fin de campagne les ouvriers avec les caméras, il devrait se souvenir que mai 68, c'est aussi 11 millions de grévistes qui ont obtenu les accords de Grenelle, qui ont obtenu la section syndicale d'entreprise, qui ont obtenu la revalorisation de leur salaire. Pour certains chercheurs, il y a bien une face obscure de mai 68. On ne peut pas contester que les dimensions, disons, de légèreté, d'irresponsabilité, de remise en cause de la valeur travail, qui sont répandues dans notre pays, trouvent sans aucun doute son point de cristallisation dans ce moment historique. En mai 68, ni Ségolène Royal ni Nicolas Sarkozy n'étaient dans la rue. Pour cause, ils avaient alors 15 et 14 ans. Et chacun a maintenant en tête le grand rendez-vous de la semaine, le duel télévisé de mercredi soir. Un premier élément a été présenté aujourd'hui, la table et le décor du débat. Hélène Hugues, Diane Richard. Ni Grand 8, ni Nouvelle Galaxie. Pour le match d'après-demain, le décorateur s'est inspiré d'une arène sportive. J'aime beaucoup le Stade de France et le toit du Stade de France qui est comme ça un anneau, ça m'a un peu inspiré. Pour la table, 4 éléments de plexiglas translucide, pas question de voir les jambes des candidats. Du blanc, du noir, sauf sur les 3 écrans géants où l'image reste à déterminer. À gauche, Ségolène Royal. À droite, Nicolas Sarkozy. Ainsi, on a décidé le tirage au sort. En face, côte à côte, Arlette Chabot et Patrick Poivre d'Arvor. Seules les chaises ne sont pas encore choisies. Le maintien est bon si les chaises sont bonnes. Si on ne glisse pas avec le pantalon, on tient compte de la taille des candidats, évidemment. 2 cars régie, 17 caméras dont 5 de secours. Techniquement, rien ne peut empêcher le déroulement du débat.
Rouge Antenne, hormis les 4 protagonistes, le plateau est vide. Des loges réservées aux invités des candidats, 2 heures de débat, un temps de parole égal que le téléspectateur pourra suivre sur cet écran et une contrainte pour le réalisateur. Il y a une contrainte qui a été imposée par les candidats et validée par le CSA, c'est qu'ils ont demandé à ce qu'il n'y ait pas de flanc de coupe du candidat qui ne parle pas. C'est-à-dire que pendant qu'un candidat parle, on n'a pas le droit de montrer l'autre. Je n'ai pas le droit de montrer l'autre. Les candidats viendront demain, chacun à leur tour, découvrir leur loge, le décor, la table et les chaises. Prise de contact unique avant le grand débat, mercredi soir. Difficile de mesurer l'impact de ce débat sur les intentions de vote. L'idée généralement admise est que ce face-à-face ne fait sans doute pas gagner une élection, mais qu'il peut la faire perdre. Nous avons voulu savoir quels souvenirs particuliers en gardaient les journalistes qui les ont animés dans le passé. Ahmed Tazir, Bruno Giraudot. Une poignée de main pour une première. 1974, c'est la première fois qu'un débat est organisé entre les 2 finalistes d'une présidentielle. Giscard Mitterrand, à leur côté, 2 journalistes au rôle strictement minimum. Comme vous nous l'avez demandé, nous nous interdirons naturellement de poser quelques questions que ce soit à l'un d'entre vous. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Avantage Giscard, 7 ans plus tard, avec les mêmes protagonistes. Avantage Mitterrand. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Vous, François Mitterrand. Cette fois, les journalistes ont le droit de poser des questions. Ils viennent de la radio, pas de la télévision. Jugés trop partial à l'époque. François Mitterrand faisait une liste et Valéry Giscard d'Estaing choisissait sur cette liste les personnes qu'il voulait, et il a dit je choisis par ordre alphabétique. Et par ordre alphabétique, le premier était Jean Boissonnat et le deuxième, avec un C, Michel Cottard. 7 ans plus tard, François Mitterrand retrouve Jacques Chirac, son Premier ministre. Je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Quand Mitterrand parlait, on voyait Chirac qui avait un mouvement nerveux des genoux. Il regardait ses fiches, il regardait ses notes. Ça, les téléspectateurs ne le voyaient pas. Quand Chirac parlait, les téléspectateurs ne voyaient pas Mitterrand, mais nous, on le voyait. Mitterrand, une fois de temps en temps, regardait une note, mais il avait les 2 mains sur la table, il était très calme, très posé, et il regardait Chirac en permanence avec un air assez sarcastique et l'air de se moquer un peu de lui. En 95, entre Chirac et Jospin, c'est carrément plus courtois. En somme, je voudrais dire, en badinant bien sûr, mais avec un fond de sérieux, qu'il vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Jacques Chirac. Hein, ça serait bien long, ça serait bien long. Il s'est même passé des choses assez bizarres. C'est que Jospin avait pas mal grossi pendant la campagne, et ils avaient sorti le costume. Et en fait, il rentrait pas dans le pantalon, ce qui fait qu'il a fait le débat avec un costume dépareillé. Il avait même une cravate qui faisait des reflets, ce qui fait qu'à un moment, Claude Chirac a proposé à Jospin une des cravates de Chirac. Au fond, il est pas rentré dans le studio de la maison de la radio, Jospin, avec l'idée d'en découdre. En 2002, pas de débat pour cause de Le Pen, au second tour. Rendez-vous donc mercredi 21h sur France 2 pour le face-à-face Royal-Sarkozy. On l'a beaucoup dit, rarement une élection aura passionné autant les Français. On s'attend encore pour ce 2e tour à une forte participation. Mais s'agira-t-il d'un vote d'adhésion à un candidat ou de refus de l'autre candidat? La campagne telle que vous la vivez à Thiers, reportage Gilles Marinet, Lionel Langlade. Dans ce bar de Thiers, comme ailleurs en ville, il y a les décidés. Ceux qui savent quel bulletin ils vont glisser dans l'urne. J'ai choisi. Vous avez choisi? Vous. Et vous, monsieur, vous avez choisi? Vous aussi, vous savez? Oui. Et depuis longtemps? Depuis le début. Et puis il y a les autres, certains ne cachant pas qu'ils iront voter à reculons. Mais je ne veux pas voter blanc ou nul, ça ne sert strictement à rien. Si c'était comptabilisé quelque part, on le fait. Et là, bon, on se dit, après tout, essayons pendant 5 ans, on verra bien. Mais je vais voter quand même un peu les yeux fermés, quoi. Devant le centre commercial, le lieu le plus animé cet après-midi, nombreux sont ceux qui affirment avoir choisi, sans pour autant s'enthousiasmer, loin de là. Je vais choisir pour le moins pire. Voilà. C'est pas de la conviction, quoi. C'est pas de la conviction, mais bon, je dirais que... on va dire que j'ai une situation professionnelle qui fait que... il y en a un des deux qui est moins pire que l'autre, quoi. Je dis pas comme certains entre la peste et je ne sais quoi, non, quand même pas. Mais moi, franchement... je vote pour elle, mais en même temps, j'arrive pas à bien comprendre ce qui se passe, en fait.
Des votes de raison qui seront parfois incertains jusqu'au dernier instant. Et vous pensez que vous pouvez prendre votre décision Je pense, mais j'en suis pas sûr non plus. Donc ça peut être l'indécision jusqu'au dernier moment, jusqu'à l'isoloir. Ça peut être l'indécision jusqu'à l'isoloir, effectivement. Moment crucial pour les indécis en attendant l'isoloir, le duel télévisé mercredi entre les deux candidats. Et l'information sur la présidentielle continue sur France 2, émission spéciale de mots croisés ce soir avec 3 face-à-face sur l'économie, la politique étrangère et les questions de société à suivre autour d'Yves Calvi, bien sûr, à partir de 23h10. Dans le Pas-de-Calais, 4 personnes sont toujours hospitalisées ce soir après l'accident d'un manège hier. Elles souffrent de fractures des vertèbres. Selon les premiers éléments de l'enquête, la rupture d'une pièce mécanique serait en cause. D'autres vérifications sont en cours. Les accidents, il faut le savoir, sont rares, mais ils marquent les esprits car les manèges sont de plus en plus impressionnants. Les forains, eux, insistent sur la rigueur des contrôles. Karen Komadzi, Abdelzouiwesh. Je suis bien, vous êtes sûr là? Je suis bien tenue? 1, 2, 3, go! Adieu! On connaissait le saut à l'élastique. En matière de sensations fortes, il y a maintenant en Allemagne la version horizontale, le Mach 1. Ou comment se prendre pour un oiseau à 120 km/h. Mais cette année, le clou de la foire du trône, c'est le countdown. Propulsion et descente à la vitesse d'un avion de chasse. Seul le public est insouciant, car pour ouvrir, le propriétaire lui est soumis une fois par an à un contrôle technique très strict. On nous demande de mettre le manège dans des mauvaises conditions, c'est-à-dire d'un seul coup de le bloquer s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut que ça corresponde à leur exigence. Mais pour les forains, les vrais contrôles, ce sont eux qui les font. Contrairement au parc d'attractions où le manège est immobile pendant plusieurs années, les forains qui passent de ville en ville montent et démontent tous les 2 mois. Mais c'est quand même nous qu'on vérifie les manèges toujours avant de partir. Et maintenant, nous sommes gérés quand même par l'électronique. Donc dès qu'il y a un défaut qui va apparaître, le manège va se mettre en défaut et il va falloir qu'on cherche la cause. Chez Préventis, l'un des 3 organismes de vérification technique, on estime que l'électronique rend les manèges plus sûrs. Sur les 13 accidents survenus l'an passé, aucun n'a eu lieu sur ces nouveaux manèges à très forte sensation. De quoi rassurer les 50 millions de visiteurs qui fréquentent chaque année les foires de France. Économie, un changement de culture et de comportement en perspective pour les contrôleurs de la SNCF. La compagnie pourrait leur demander, pour mieux servir les voyageurs, de se muer en chef de train. Au programme, saluer les voyageurs à leur arrivée sur le quai, parler plusieurs langues et se mettre à leur service. Une expérimentation est en cours sur la ligne Paris-Strasbourg. Bruno Timsit, Éric Delagneau. Christian Euler, contrôleur SNCF, heureux de travailler en binôme. Voici son équipière, Britta Rehmanne, contrôleuse allemande. 2 uniformes pour un duo franco-allemand, ce sera la règle à bord du TGV Est. Leur mission, d'ici au mois de juin, maîtriser la langue de l'autre. Merci, bon voyage. Cela commence par des exercices pratiques. Meine Damen und Herren, guten Tag. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la nouvelle mise en place du service d'accompagnement. Pour l'instant, encore un petit peu difficile, mais c'est difficile pour les deux. Hein. Et pour les y aider... Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie. Les cheminots ont reçu des cours de théâtre. Objectif, un meilleur accueil du client. Bonjour. Messieurs, dames, contrôle des billets, s'il vous plaît. Oubliez le temps où le contrôleur n'était là que pour contrôler les billets. Aujourd'hui, ils sont relookés par le couturier Christian Lacroix. La SNCF copie ses concurrentes, les compagnies aériennes. Ce que réussissent très bien les compagnies aériennes, c'est donner de la considération à leurs voyageurs. Et sur cette considération, oui, on veut faire des progrès et on veut prendre les meilleures pratiques de tout le monde. Les contrôleurs du TGV Est ont jusqu'au 10 juin pour devenir totalement bilingues, plus qu'1 mois et demi pour réviser. La quinzaine du commerce équitable s'est ouverte dans toute la France ce week-end. Il s'agit d'en faire la promotion. C'est devenu une tendance qui s'affirme. Regardez ces chiffres. En 5 ans, on est passé de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires à 160 millions d'euros. On s'interroge souvent sur ce que recouvre ce label de commerce équitable. Eh bien, en voici un exemple. Il s'agit de sacs fabriqués en Afrique du Sud que vous verrez peut-être bientôt en France. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Jenny Briffa, Laurent Desbois. C'est un labyrinthe où vivent 1 million de personnes. Kayelitcha, le plus grand bidonville du Cap.
N'importe qui s'y perdrait, pas elle. Nicole-Marie Hirech en connaît chaque recoin. Il y a 10 ans, elle est venue en vacances ici. Elle n'est jamais repartie. Touchée par la détresse des femmes, elle a décidé de les aider grâce au commerce équitable. Il fait chaud, hein? C'est une coopérative de femmes, une des 4 coopératives que j'ai créées. Et elle fabrique des shopping bags en toile de jute biodégradable. Ces ateliers, Nicole-Marie ne les dirige plus. Les couturières sont leurs propres chefs dans ces coopératives. Elles, qui n'avaient rien avant, ni emploi ni argent. Pour nous, être chef, c'est vraiment incroyable. Parce que ça nous prouve que nous avons le pouvoir de faire tout ce que nous voulons. Nicole-Marie a monté une société qui commercialise les sacs. Elle achète la totalité de la production, volontairement au double du prix du marché, pour assurer un salaire décent aux couturières. Pour autant, pas question de charité. Cape Town, à 35 km du bidonville. Au siège de sa société, Nicole-Marie supervise la nouvelle collection. Est-ce que tu pourrais le faire en verre? Il faut des modèles originaux pour que le client accepte de les payer davantage. Son objectif, un chiffre d'affaires de 800 000 €. Ce jour-là, dans le plus grand centre commercial d'Afrique, elle a rendez-vous avec son principal client, la première chaîne de supermarchés du pays. Depuis que nous travaillons ensemble, nous avons constaté que votre projet est bien implanté au sein de la communauté noire. Et comme vos produits participent au commerce équitable, nous avons décidé de vous donner ce label pour votre participation à l'émancipation économique des Noirs. L'an dernier, 40 000 sacs du township ont été achetés à travers le pays, essentiellement par des Blancs. L'argent des beaux quartiers, réinjecté directement dans le township. De quoi révolutionner la vie de Polaï, l'une des plus anciennes couturières. Avec ses filles, elles vivent à 5 dans cette cabane, sans eau courante. Et où prenez-vous votre douche? Ici. J'ai cette petite bassine là, je mets de l'eau dedans et je me lave ici. Pourtant, Polaï fait figure de privilégiée. Grâce à son travail, elle a pu acheter tout l'électroménager dont elle rêvait et surtout inscrire ses 4 enfants à l'école. Avant, c'était très difficile pour moi. Je n'avais même pas de quoi acheter des chaussures pour que mes enfants aillent à l'école. Tout était très difficile. Avec leurs 400 € par mois, les couturières font des envieux. Certaines ont déjà été cambriolées. Et aujourd'hui, ce sont des banquiers qui viennent jusque dans le township leur ouvrir leur premier compte. On croyait que la banque était réservée aux Blancs. Mais non, je peux le dire maintenant. Ce n'est pas que pour les Blancs, c'est pour tout le monde. Pour tous ceux qui veulent garder leur argent en sécurité. Le commerce équitable a transformé la vie de ces femmes, tout comme elles ont bouleversé l'existence de Nicole-Marie. Elles ont donné un sens à ma vie, elles ont donné... j'ai pu m'intégrer et puis donner ce que j'avais à donner, dire ce que j'avais à dire à travers ces produits que l'on sort, à travers tout ce design, à travers toute cette créativité. Elles me font exister. 4 nouveaux ateliers vont ouvrir cette année avec un objectif, mieux s'implanter sur le marché français. Pour l'instant, seules 3 boutiques à Paris distribuent les sacs de ces femmes de Khayelitsha. En bref, en Israël, la commission d'enquête sur le conflit israélo-libanais de l'été dernier a rendu ses conclusions. Le Premier ministre israélien Ehud Olmert et le ministre de la Défense Amir Peretz en sont considérés comme les principaux responsables car ils ont commis, je cite, des erreurs sévères selon cette commission. Dans la foulée, Ehud Olmert a reçu le soutien des États-Unis. La Maison-Blanche fait savoir qu'il est essentiel, ce sont ses termes, aux efforts de paix. Laïcité contre islamisme, la crise se poursuit en Turquie au lendemain des manifestations monstre, le Premier ministre Erdogan du parti islamiste a lancé un appel à l'unité nationale, mais il ne cède pas. L'élection aura bien lieu et vous le savez, c'est l'un de ses ministres, membre également de ce même parti islamiste, qui devrait être élu. La crise a entraîné la chute de la bourse, aujourd'hui moins 4%. Pour bien comprendre, voici l'un des sujets sur lesquels se cristallise l'affrontement, les lycées religieux. Envoyés spéciaux Dorothée Cochard, Régis Maté.
Des pépinières d'islamistes, c'est ainsi que les qualifient les défenseurs de la laïcité, les imams hatip, les lycées religieux. Ici, contrairement à la loi turque, la plupart des jeunes filles portent le voile en cours de récréation. La moitié des heures d'enseignement sont consacrées au Coran. Ce matin, c'est cours de lecture, y compris pour les jeunes filles. Pourquoi apprendre aux filles à lire en public le Coran? Elles ne seront pas imams. La lecture du Coran, ça n'est pas réservé aux imams. Les filles aussi doivent pouvoir le lire à haute voix, correctement, chez elles ou dans leur famille. Le directeur nous fait poursuivre la visite. Il nous explique que l'autre moitié des cours est strictement identique à n'importe quel autre lycée. Bien que religieux, les imams hatip sont financés et contrôlés par l'État. Un système mis en place par Atatürk, le fondateur de la République. C'est la garantie pour cet État laïque de garder la mainmise sur l'enseignement de l'islam en Turquie. Les professeurs sont formés par le ministère de l'Éducation. Tous les imams hatip sont sous contrôle du ministère. C'est pourquoi il n'y a pas de danger de dérive islamiste. Ces lycées ne seraient donc pas des pépinières d'islamistes. Mais l'université reste quasi inaccessible pour eux, c'est la loi qui le veut. Une loi qui a pour but d'empêcher les lycéens les plus religieux d'accéder à des postes clés plus tard. Le parti islamiste au pouvoir a tenté de changer cette loi et de favoriser l'accès à l'université de ces lycéens issus de formations religieuses. Eh bien, le projet a suscité un tel tollé dans l'opinion publique que le gouvernement a dû retirer ce projet de loi, ce qui montre que, en tout cas aujourd'hui, les Turcs sont encore très attachés à leur laïcité. En bref, sachez que le prince Harry ira bien en Irak, décision prise par le chef d'état-major de l'armée de terre britannique, l'héritier du trône, l'un des héritiers du trône, deuxième dans l'ordre de succession, devrait rester 6 mois sur place et diriger une unité de blindés de 12 hommes. Aucune date précise n'a été communiquée. En Chine, une campagne de civisme a commencé pour préparer la population à accueillir les Jeux Olympiques. Il s'agit de modifier certaines habitudes qui pourraient choquer les étrangers. Sur place, Pascal Golomer, Sylvain Guillaume. Il est une fâcheuse habitude dont les Chinois ont du mal à se défaire. C'est le crachat en pleine rue, accompagné souvent d'un raclement de gorge fort peu élégant. Certes, le crachoir qu'on voyait il n'y a encore pas si longtemps aux côtés des grands dirigeants du pays a disparu désormais des salons officiels. Mais dans la rue, la tradition demeure. Alors ce matin, sur la place Tiananmen, les autorités de Pékin ont lancé l'offensive, avec un bataillon de bénévoles et d'étudiants prêts à aller éduquer le cracheur invétéré, lui apprendre le sens de la propreté et du savoir-vivre. À moins de 500 jours des Jeux Olympiques, il n'y a pas de petite bataille. J'aimerais que dans mon pays, le civisme des habitants soit à la hauteur de notre développement économique et qu'il se rapproche de la moyenne des grands pays étrangers. Sur la place de la gare, les équipes commandos sont passées à l'action. Plutôt que de faire de longs discours, mieux vaut distribuer l'équipement indispensable aux cracheurs potentiels, c'est plus efficace. Démonstration. Vous pouvez cracher dans le mouchoir, vous moucher et ensuite mettre le mouchoir dans le plastique avant de le jeter à la poubelle. La première fois, on donne un mouchoir, mais la deuxième, on donne une amende de 50 yuans. 5 € le crachat. Personne n'a été pris en flagrant délit aujourd'hui à la gare centrale. Mais empêcher un Pékinois de cracher, c'est un peu comme empêcher un Parisien de râler au volant. Autant dire que la tâche s'annonce ardue pour les autorités qui prennent l'affaire très au sérieux, car rien ne doit venir gâcher la belle image de la Chine et des Chinois qu'elle compte bien présenter pour ces Jeux Olympiques. Retour en France avec la foire de Paris. Ce soir, les dernières tendances en matière de mobilier, des cheminées à roulettes ou des meubles barbecue. Visite signée François-Julien Piednoir, Frédéric Pasquette. Oh, sacrilège ou tendance, une commode Louis XV bariolée de couleurs. Rouge fluo, jaune flashy, bleu pétant, cette année couleurs et paillettes tartinent les meubles, même les plus nobles. Le côté austère de tous les meubles qui sont en merisier, chêne, des couleurs très foncées, austères, les gens en ont marre. Aujourd'hui, ils veulent personnaliser leur intérieur, ils veulent donner une petite note d'originalité. Plus de couleurs d'accord, mais surtout moins de place. Plus le prix du mètre carré augmente dans les villes, plus le meuble devient convertible.
On a quand même, les gens continuent à avoir 2 enfants, donc il faut pouvoir les loger, il faut pouvoir les faire dormir, recevoir des amis, recevoir des invités. Donc on fait vraiment des pièces qui vont passer de bureau à chambre en un clin d'œil, en gardant de vrais couchages. Bon, c'est vrai que ce n'est pas la meilleure saison pour se mettre au coin du feu vu les températures, mais l'hiver prochain, la cheminée se transformera en meuble. Pas de fumée, pas de suie au plafond, pas de bois, mais du bioéthanol. Comme tout meuble, c'est quelque chose qui est mobile, qui se déplace, qui n'est pas figé comme une cheminée traditionnelle, qui dépend du conduit qui est au-dessus. Ça reste du mobilier qui se déplace. C'est-à-dire que demain on refait son salon, on prend sa cheminée, on la déplace, on déménage, on part avec. Côté jardin, la star de ce printemps, c'est le barbecue. Mais il lui manquait un meuble, un bar en teck circulaire pour les saucisses parties, très à la mode. On a eu des étés qui étaient vraiment longs, des arrière-saisons agréables, douces. Donc on utilise de plus en plus la terrasse et de plus en plus longtemps dans l'année. Et puis la foire de Paris, c'est aussi le moment pour certains exposants d'oser sortir leurs plus beaux meubles, si l'on peut dire. Mais des goûts et des couleurs, vous savez bien, on ne discute pas. On n'en discute pas. À 35 ans, il tire une révérence qui pourrait être cette fois la dernière. Fabien Barthez a confirmé tout à l'heure qu'il quittait le Football Club de Nantes. Il se dit très choqué suite à une altercation avec des supporters samedi dernier. Son arrivée n'aura donc pas permis de relancer le club. Manuel Tissier et Fabien Delory. Fabien Barthez a quitté sa maison de la banlieue nantaise avec femme et enfants. Agressé par des supporters de son propre club samedi soir après une nouvelle défaite, Barthez jette l'éponge. Il avait élu domicile dans ce village en décembre dernier pour sauver le FC Nantes de la relégation. Il n'en est plus question. Non, je ne vais pas rejoindre Nantes. Ça n'a rien à voir avec le football ou avec les résultats, parce que ce qui s'est passé dépasse le cadre sportif. Non, moi je me sens plus du tout en sécurité là-bas, donc à partir de là, je préfère partir. Samedi soir, Fabien Barthez a peut-être disputé le dernier match de sa carrière. Le champion du monde 98 n'a pu éviter la descente aux enfers des Nantais. Le 1er avril, ce but encaissé contre Sedan et son départ précipité avant la fin du match avait creusé le fossé avec le public. Un tacle appuyé à l'entraînement avait aussi tendu l'atmosphère avec ses coéquipiers. Nantes va sans doute descendre en Ligue 2 après 44 ans dans l'élite et Barthez retourné à sa retraite après 4 mois et demi de galère. Et une image de l'ancien club de Fabien Barthez, Marseille, qui remonte à la 4e place de la Ligue 1 après sa victoire 4-2 hier sur Sochaux avec de très beaux buts signés Kana, Cissé, Nasri ici. Le dernier étant signé de l'international Franck Ribéry qui fait décidément un retour réussi. But sochalien, Leroy et Rodriguez contre son camp. On a appris cet après-midi la disparition de Grégory Lemarchal. Le jeune chanteur a succombé à la mucoviscidose, l'une des maladies génétiques les plus répandues en France. Il s'était fait connaître en remportant la Star Academy en 2004. Il aurait eu 24 ans dans 2 semaines. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, 20h45, FBI porté disparu. À demain.